c'est concrètement pensé d'une toute autre manière. Donc, on a, si on veut, quelque chose de profondément culturel. Excusez-moi. Donc, revenons un peu à notre idée de socialisation. Eh bien, processus par lequel la personne humaine apprend et intériorise les éléments socio-culturels de son milieu, en gros, ce qu'on a vu dans la première partie du cours, les éléments de la culture. On les intègre à notre personnalité, ça construit notre identité. On ne l'apprend pas par n'importe qui, n'importe comment. On les apprend par des agents de socialisation. Pensez essentiellement à vos parents quand vous étiez jeunes. Et qui fait en sorte que, parce qu'on intériorise la culture dans notre milieu social, on est à peu près adapté à ce milieu-là. Hein? Donc, c'est un peu la définition assez large de la socialisation. Donc, on l'apprend par inculcation, injonction, imitation et jeu de rôle. C'est vraiment les 4 grands mécanismes par lesquels on est socialisé. Et bien, évidemment, selon notre culture qu'on va apprendre, eh bien, on va agir en conséquence tout au long de notre existence. Voilà, donc, 3 éléments clés. On acquiert la culture, on l'intériorise, hein, dans le fond, on l'intègre à notre... On intègre la culture, mais on fait également, va faire partie de notre identité. On va l'aborder au prochain cours, la notion de l'identité, mais on l'intériorise suffisamment pour être considéré par les autres et se considérer soi-même comme étant normal. Hein? Normal dans le sens de conforme par rapport à la culture. Et à cet égard, je ne peux m'empêcher de vous narrer l'histoire des enfants qu'on appelle les enfants sauvages. Il y a les enfants qui ont été élevés par des animaux, hein, c'est-à-dire qui ont été abandonnés quand ils étaient jeunes, par exemple dans la forêt, dans la jungle et des choses comme ça. C'est assez fascinant. Hein? Il y en avait un qui avait été élevé, j'ai oublié son nom, c'est... Excusez-moi, le nom m'échappe complètement, Victor, le petit Victor, qui avait, lui, été éduqué par des loups. Hein? Donc, ça arrive, ces choses-là, c'est assez rare quand même, mais c'est assez étonnant qu'il bougeait comme un loup, marchait comme un loup, même aboyait au lieu de parler également, hein? Jappait également, buvait de l'eau comme un loup, mangeait ce que les loups mangent. C'est un bébé. Il a été mis dans un milieu culturel, au passé à Mowgli, hein, pour ceux qui sont plus proches de Walt Disney. C'est un peu l'idée qu'on va apprendre à agir conformément aux normes de notre milieu. Ce qui veut également dire que si vous êtes né dans une famille très, très catholique, évangélique, hein, comme aux États-Unis, on voit parfois, vous allez considérer que c'est absolument normal d'agir ainsi. Si vous naissez dans une famille qui est survivaliste, qui à chaque fin de semaine, on vous amène, let's go, let's go, let's go, on met la tente, on met de l'eau, on va dans la forêt, on va survivre, vous allez penser que c'est absolument normal d'agir de cette manière-là également. Donc, on va vraiment s'adapter à notre milieu social, surtout dans les premières années de notre existence. Après, évidemment, hein, ça va varier un petit peu ces choses-là. Excusez-moi. Donc, revenons un peu hein, sur... On acquiert la culture, on l'intègre, cette fameuse culture-là, ce qui fait en sorte hein, qu'on s'adapte à notre société. On a des manières d'agir qui sont considérées comme étant normales par les autres et nous, on finit par penser que ça va de soi. C'est absolument normal de manger du spaghetti, par exemple. Hein? Donc, on intériorise véritablement ces éléments-là. 2 grands types de socialisation. Socialisation primaire et socialisation secondaire. Socialisation primaire, c'est vraiment celle environ qui a lieu entre, j'ai mis début de l'adolescence, mais c'est surtout, disons, de 0 à 5-6 ans environ. Hein? C'est vraiment la première socialisation, dans le fond, le premier univers social auquel on va être confronté. L'élément particulier, c'est-à-dire que c'est très, très jeune, évidemment, hein, donc les adultes sont quasiment livrés aux fantasmes de leurs parents. Ils peuvent les élever comme ils veulent, à peu près. Donc, caractère très précoce, mais également de 0 à 5 ans, on ne peut pas comparer le monde qui nous entoure. Notre famille, c'est à peu près un des rares milieux sociaux que l'on côtoie, sauf si on va dans les CPE, mais ça, ce serait jamais, on pourrait en discuter. Eh bien, l'élément particulier, c'est qu'on l'intériorise très, 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 très fortement parce que c'est très, très jeune, c'est intense et c'est exclusif. C'est le seul milieu social auquel on est confronté. Jusqu'à l'arrivée, par exemple, au primaire, secondaire, où on est confronté à d'autres univers sociaux. Mais très, très jeune, c'est vraiment là où est-ce qu'on intériorise, si on veut, le socle de ce qui va être notre identité. Hein? Donc, c'est vraiment dans les premières années de la vie. Par exemple, c'est là qu'on va intérioriser
notre accent, notre manière de bouger, notre manière de parler qui va quand même évoluer avec le temps. Mais, par exemple, notre manière de parler, notre niveau de langage, par exemple, vient vraiment de cette socialisation primaire. Socialisation secondaire, ben, c'est un peu l'idée qu'à partir de, disons, on va dire 7 ans environ, autour de 7 ans, jusqu'à votre mort, vous êtes socialisé. C'est-à-dire que vous êtes confronté à différents univers culturels avec leurs normes, leurs valeurs qui sont spécifiques, leur manière d'agir, de penser, de ressentir qui sont différentes. On doit les intérioriser, ces éléments-là. Hein? Et, par exemple, vous avez tous eu des emplois. Ben, dans les emplois que vous avez occupés, ben, il y avait sûrement, par exemple, OK, je dois agir à peu près comme ça, OK, il faut que j'arrive à l'heure, mais dans le fond, pas si pire que ça parce que le boss arrive un peu plus tard, donc j'ai certaines marges de manœuvre. On apprend les marges de manœuvre également dans ces moments-là, quand les méthodes de tricher, par exemple. Également, ben, on prend l'exemple, vous êtes tous étudiants, hein, étudiantes ici dans la classe, ben, vous apprenez à être étudiant et étudiante. Hein, c'est un apprentissage. Vous l'apprentissez par les professeurs qui vous disent « fais ceci, fais cela, agis comme ceci, agis comme cela, tu n'agis pas de manière conforme, tu agis de manière conforme. Félicitations! Hein, » Donc, on a, si on veut, l'univers auquel on est socialisé, mais également entre vous. Ouais, comment j'écris ça? Par exemple, la première fois que vous avez écrit un message à votre prof, comme, comment j'écris ça, moi, un message? Est-ce que je dis bonjour? Ben là, vous dites, ben, il me semble que oui. Dans d'autres univers culturels, je dis bonjour, je vais utiliser bonjour. Je vais finir par une formule de salutation. Ce sont tous des éléments que l'on doit apprendre. Et petite parenthèse, ce n'est pas tout le monde qui a appris ces choses-là. Hein? Pas dans votre groupe à vous, là, j'ai pas eu de problème. Là. Mais j'ai eu des étudiants, par exemple, une étudiante en particulier qui m'avait écrit un long message en lettres majuscules. Vous savez très bien que le symbole associé à la lettre majuscule, ça veut dire « je crie hein? ». Donc, à ce moment-là, ben, je n'ai pas été particulièrement réceptif à ces demandes, hein, qui étaient d'ailleurs tout à fait injustifiées. Même, ne serait-ce que pour texter. Hein? Là, je parle de ça, c'est drôle parce que là, on est tous un peu, on a tous pas mal plus que 26, on va dire. Hein? Je ne vais pas faire de peine à personne. Je suis plus jeune que ça. À peu près tout plus vieux que 26. On a connu ce monde-là qui n'était pas le nôtre lorsqu'on était jeune. Apprendre la signification des émoticônes, des petits dessins, ce n'est pas nécessairement évident au début. Hein? OK, bien là, mettons que je fais un commentaire passif-agressif suivi d'un petit bonhomme avec un clin d'œil comme ça. C'est quoi ça veut dire? Ça veut-tu dire, genre, je m'excuse, je te le dis, mais c'est pas très grave, ou ah, voilà, genre, t'es une mauvaise personne, je le souligne avec mon petit bonhomme sourire avec un clin d'œil. Moi, des fois, j'ai un peu de difficulté à saisir ces choses-là. Également, qu'est-ce que je fais? Mettons, moi, j'ai une discussion avec mes collègues de prof. Là, ben, j'ai appris que, OK, ben là, il y a comme des significations pour, mettons, tu peux mettre des 5 après visages différents, là, des messages. Là, là ben, j'ai appris à utiliser le cœur que je n'utilisais pas avant, parce que moi, je dis, ben, il ne faut pas mettre un cœur, c'est bizarre. OK, oui, quand tu fais une activité intéressante et qui est socialement valorisée, comme aller à la montagne, je ne peux pas juste dire, genre, je m'en fous, je ne suis pas intéressé. T'sais. Je vais faire, un petit bonhomme cœur. Comme ça passe, personne ne m'agace avec ça, puis j'ai l'air de faire partie du groupe qui s'intéresse réellement aux activités parascolaires de mes collègues. Mais par exemple, voyez-vous, c'est un peu l'idée. Hein? Bon, on ne fera pas de blague grivoise, mais vous avez sûrement compris la signification des aubergines ou des symboles comme ça. Vous vous dites, oh mon Dieu, il me semble que si un monsieur m'envoie ça, c'est un peu louche. Bien, vous devez également apprendre la signification de ces symboles-là. Hein? Donc, encore une fois, socialisation secondaire, on apprend tout au long de notre existence comment se conformer à son milieu. Même quand vous allez dans un resort à Cancun, eh bien, vous arrivez sur place, puis là, vous regardez un peu, OK, bien, ça a l'air de marcher de même, je vais aller voir le responsable, OK, bien, il est où le buffet, puis tout ça, c'est à quelle heure qu'on y va, OK, pas la même. Puis, bon, vous savez à peu près comment agir parce qu'il y a des gens qui vous l'ont expliqué. La première fois que vous êtes allé dans un resort, vous allez peut-être regarder les autres, voir qu'est-ce qui se fait à peu près. T'sais. Je peux-tu comme demander juste un grand verre de rhum, ça se fait-tu? Ou bien forcément que je mette du liquide sucré dedans. On doit encore apprendre ces choses-là. Hein? Le plus souvent, bon, on le sait à peu près. Sinon, tu regardes l'autre d'avant, comme des petits singes qui s'imitent, tu dis, ah, il y en a un qui l'a fait, je vais lui faire demander la même chose. Hein? Donc, on apprend encore ces choses-là par imitation. Hein? Même chose que quand j'ai commencé à enseigner au collégial, je n'ai jamais enseigné de ma vie, évidemment. Là, j'ai regardé à peu près ce que mes autres collègues faisaient, à peu près comment ils écrivaient leur courriel. On va copier un peu. On n'est pas moins authentique pour autant. On doit savoir comment agir. L'information, elle ne tombe pas dessus comme, on va dire, la misère, c'est le pauvre monde. On doit apprendre ces éléments-là par l'entremise des agents de socialisation.
dans l'atelier que vous allez faire dans 2 cours, bien, ça va être la grande épreuve de socialisation secondaire de 2 individus qu'on va suivre dans le truc. Eh bien, comment apprendre la culture, comment agir quand c'est la première fois qu'on va en prison? Ah ben, il faut en apprendre des choses. Hein? Il faut apprendre ces éléments-là. Ça ne va pas nécessairement de soi. Que telle expression, c'est une insulte, que telle manière d'agir, c'est pas accepté, que de ne pas se battre à l'extérieur, c'est très valorisé, à l'intérieur, un petit peu moins. Donc, ce sont tous des éléments qu'on doit absolument apprendre. Hein? Et également, on va en parler plus tard dans la session, mais c'est également un des problèmes qui pose l'éducation. Hein? Ça veut dire que ben, des fois, dans notre milieu social, comme était le mien avant que je commence véritablement mes études, ben, ce n'était pas un milieu qui favorisait plus que ça l'éducation. Mes parents, c'était pas compliqué. Tu as un secondaire 5, on a fait notre job. Hein? C'était à peu près leur idée. Sur les milieux sociaux, on intériorise des objectifs de carrière. Jamais ça n'a même été imaginé que je puisse aller à l'université. Selon le milieu social, hein, on a un peu ce truc. Mais également, vous avez sûrement vu que il me semble qu'on pénalise pas mal plus, dans le fond, ma manière d'agir en classe, ma manière par laquelle j'ai d'écrire. C'est-tu comme toujours des examens de français qu'on a dans nos examens, dans nos travaux et tout ça? Mais on voit encore une fois, si tu intériorises un langage qui est le langage, disons, de la classe populaire dans ta famille d'origine, c'est pas mal plus tough l'école que si tu as appris le langage soutenu et que tu ne fais jamais de faute de français ou de française. Hein? Donc, c'est un peu l'idée. Ben, la culture, ça s'apprend dans chacun des milieux et on est jugé plus ou moins conforme. Hein? Donc, on va aborder plus tard la notion de l'école. Hein? On a une partie de cours qui va être directement consacrée à cette situation-là. Mais revenons un peu à cette idée-là, hein, que socialisation secondaire, on apprend tout au long de notre vie comment agir en société, comment agir de manière conforme aux différents univers qu'on va côtoyer, des nouveaux groupes d'amis, la nouvelle vie professionnelle, des activités extra, si on veut, professionnelles. On doit apprendre ces éléments-là. Hein? Je ne sais pas, j'ai déjà raconté, je fais ça vite, vite. Je ne sais pas si vous côté des groupes d'amis, mais qui ne viennent pas des mêmes milieux sociaux, puis il faut s'adapter. Hein, quand, mettons, on reçoit du monde et tout ça, c'est pas tout à fait la même chose. Eh bien, justement, moi, je me suis rendu compte que, ben, par exemple, il fallait que j'apporte un cadeau d'hôte. Je ne savais absolument pas qu'il fallait que je fasse ça, ces affaires-là. Moi, je dis, ben là, je viens, puis j'apporte ma bière, c'est correct. Mais là, il faut apporter un cadeau d'hôte, hein, par exemple. Et également, par exemple, si vous recevez des gens, ben, par exemple, pour ma gang un peu plus de sophistiquée, si on veut, ben, je ne peux pas juste leur servir des burgers puis des hot dogs. Hein, il faut des repas. Il faut faire la nourriture fusion un peu coréenne, japonaise, des choses comme ça. Je vais leur offrir des vins un peu plus sophistiqués. Également, la bière, ben, je ne vais peut-être pas boire ma bonne Labatt 50 ou ma bonne Black Label avec les autres. Je vais prendre une petite bière de microbrasserie qui a l'air un peu sophistiquée. Ben, on va s'adapter, encore une fois, aux différents milieux que l'on va côtoyer. Hein. On doit donc apprendre ces éléments-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai regardé comment il agit à peu près. Je vais agir à peu près comme ça. Alors, moi, j'ai un ami, il est suisse. OK, là-bas, admettons, OK, on va faire un test. Admettons que vous dites, ben, moi, je vais apporter de l'alcool chez quelqu'un, si on veut, quelqu'un, pour un souper. Vous apportez un 40 onces de rhum. On a bu à peu près juste ça de la bouteille. Est-ce que vous la laissez là ou est-ce que vous repartez avec? Ben, c'est touché. C'est pas nécessairement évident. Encore une fois, c'est comme, là, je vais-tu avoir l'air comme de quelqu'un pas correct si je repars avec et tout ça? C'est un petit peu embêtant, fait de même. Là, ça dépend un petit peu. Moi, j'avais mon ami suisse, pas dans le sens petit écureuil là, rayé, mais qui vient de la Suisse. Lui, il apportait toujours un 40 onces, puis tu sais, au Québec, là, si tu fais juste apporter du rhum, déjà, c'est super gentil. Tu n'es pas nécessairement obligé d'apporter une bouteille de 40 onces à chaque fois. C'est pas obligé. Mais si tu n'as quasiment pas bu dedans, tu peux repartir avec, puis tu l'as donné un peu à du monde. C'est comme si c'était ton alcool personnel, mettons. T'sais. Même chose, mettons, tu amènes une caisse de 6 bières, mettons. Tu en as bu juste 2. Est-ce que tu ramènes tes bières vides? Excuse-moi, est-ce que tu ramènes les 4 bières que tu n'as pas bu? Puis si tu les ramènes, ben, il faut quand même que tu repartes avec des bouteilles vides quand même, parce que tu ne vas pas juste prendre tes bouteilles pleines puis laisser 2 bouteilles vides sur place. Vous voyez, ça a l'air débile, c'est juste des petites micro-décisions, mais ce sont des éléments en permanence auxquels on est confronté. Puis, ben, tu dois apprendre, selon ton milieu, ben, comment est-ce qu'il est correct d'agir dans telle ou telle situation. Hein? Donc, c'est un peu cette idée-là, la socialisation secondaire.
On doit toujours apprendre selon comment agir dans telle ou telle situation et ça va différer selon les milieux sociaux. Mais également, souvent, on côtoie des personnes de différents milieux sociaux, puis on doit toujours à peu près un petit peu s'adapter au milieu social que l'on confronte. Hein? C'est toujours ça qui n'est pas nécessairement évident dans la socialisation. Excusez-moi. Ah oui, la mort revient doucement. Donc voilà. Donc, on l'apprend, comme je vous disais, par qui? Ben, ça ne tombe pas dessus. Hein, la culture, on l'apprend par l'entremise d'agents de socialisation. Les plus classiques, dans la famille, c'est les parents, les frères, les sœurs. À l'école, les professeurs, les autres profs. Le travail, les patrons, les collègues. Également, les médias, ben, on voit qu'il y a une énorme influence, par exemple, des influenceurs, influenceuses, et également bon, les acteurs, les actrices. Tous les modes vestimentaires, tous les modes musicaux et tout ça, ils viennent de quelque part. Hein? On n'est pas né objectivement en aimant, si on veut, n'importe quel type de musique. On apprend ces éléments-là essentiellement par la socialisation. Hein? D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans le temps de la COVID, ben, on a demandé aux influenceurs et influenceuses de parler aux jeunes, catégorie un peu leste s'il y en est une, mais quand même, on leur a demandé parlez-leur parce qu'on sait que vous avez de l'influence auprès d'eux. Dites-leur de porter le masque, dites-leur de vous distancier. Et le message a relativement passé, hein, jusqu'à tout récemment, mais c'est une autre chose, cette chose-là. Par contre, ben, vous vous doutez bien qu'il y a agent de socialisation et agent de socialisation, dans la mesure où, ben, selon notre milieu social, économique et culturel, on ne va pas intérioriser la même chose. C'est pour ça qu'on dit que ben, la socialisation, ce n'est pas un processus uniforme. Les Québécois ne sont pas tous pareils. Ils ont été socialisés de manière différente en fonction de ceux qui leur ont appris des choses, dépendamment du milieu d'où viennent ces individus-là. Les deux les plus importants, c'est le milieu socio-économique et également le genre, c'est-à-dire le fait d'être un homme ou une femme. On intériorise une culture spécifique, donc une sous-culture complètement différente. Par exemple, on va influencer les sports, les loisirs, les voyages. Ben, si tout le monde aime plus ou moins voyager, ben, sachez que les groupes culturels ne voyagent pas, par exemple, à tous les mêmes endroits. Hein? Par exemple, moi j'ai deux gangs. Il faut être plus simple comme ça. Je vais dire mes gangs qui ont fait des DAP et mes gangs qui ont fait des études universitaires. On va aller dans le gros cliché, gros stéréotype, mais ça va nous permettre un peu de prendre juste un exemple. Mes gangs qui ont fait plus de DAP, les autres, c'est voyage tout inclus, Cancun, Floride, Cuba, ce genre de voyage-là. Hein? Un peu voyage dans le sud et tout ça. Tandis que mes gangs d'université, les autres vont plus aller en Europe, mais pas n'importe où. Ils vont un peu moins en France, maintenant ils vont en Allemagne. Hein. Ils vont en Allemagne, pourquoi? Parce que c'est la terre des philosophes. Ils vont également aller en Thaïlande, dans les endroits un peu plus voilà, exotiques et tout ça. Eh bien, on voit un peu que selon le milieu social, je suis très dans le stéréotype, mais quand même, on n'a pas le même type de voyage. Le même type de loisir non plus. Hein? Par exemple, pendant longtemps, le tennis et le golf étaient un sport réservé plutôt à l'élite. Aujourd'hui, ça se démocratise davantage. Mais s'il y en a d'entre vous qui font, par exemple, du bateau, bien, vous savez que ceux qui font du bateau à voile et le bateau en moteur ne viennent pas du même milieu social non plus. Selon notre milieu social, on va privilégier certaines activités plutôt que d'autres. Également, les loisirs, la même chose. Eh bien, moi, mes amis de DAP ne trippent pas tant que ça à jouer à la pétanque dans un parc avec des bières de microbrasserie, hein, après avoir écouté un film allemand sous-titré en polonais. Ce n'est pas nécessairement ce qui leur vient à l'esprit. Les amis de DAP, c'est plus on va aller boire une bière dans le garage pour aller fumer des smokes. Ça ressemble pas mal plus à ça, le type d'activité qui est valorisé. On voit, encore une fois, selon le milieu social, hein, on n'a pas du tout les mêmes activités, les mêmes loisirs, la même alimentation non plus. On va voir que dans les milieux un peu plus défavorisés, ben, on va... c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais pendant longtemps, par exemple, légumes, fruits, légumes, plus ou moins valorisés. Pendant longtemps, c'est moins le cas aujourd'hui. On était davantage dans les mets industriels transformés. Hein, dans le fond, les produits congelés. Moi, quand j'étais jeune, j'avais plein de produits congelés dans mon congélateur chez nous. Mes parents faisaient de la bouffe. C'était essentiellement, on fait un mélange de canage. Hein. On prend une canne de ça, on prend une canne de ça, on prend une sauce déjà faite, puis ça fait à peu près le souper. Hein, dans le fond, c'était pas mal ça. Je pense que j'avais déjà raconté dans le cours aussi. Moi, quand j'étais jeune aussi, il y avait 3 repas. Les hot dogs Michigan, on prend des hot dogs, on met de la sauce Catelli dessus. Le spaghetti Catelli, du spaghetti avec la sauce Catelli dessus. Ça, c'est pas très compliqué. Le hamburger sauce, hein, on prend un hamburger avec la sauce barbecue dessus. Hein, voyez-vous, c'est très sophistiqué. Et également le fameux
le ballonnet avec des frites. Ça veut dire qu'on a notre pile de ballonnet dans le milieu, on a des frites congelées McCain. Hein? On prend notre tranche de ballonnet, on met, moi je mettais ça sur, je prends ma tranche de ballonnet, je mets mes frites dedans, puis évidemment je rajoute du sel parce que c'est jamais assez salé ces choses-là. Un petit peu de ketchup, roulait ça, puis on mangeait ça. Hein? Il y avait également les infâmes croquettes de poisson pané du capitaine Highlander. Si je le trouve, le capitaine Vengeance, eh bien, on a un ensemble d'aliments, mais qu'on voit également, on va voir un peu plus tard, que c'est aussi associé à certains problèmes de santé. C'est des aliments qui sont très forts en sucre, très forts en gras, très forts en sel. Donc, on voit que des problèmes souvent associés à l'obésité, c'est également un problème souvent de classe sociale. Pas que ces gens-là ont moins de valeur, c'est absolument pas le cas, mais c'est par rapport à l'alimentation qui est valorisée dans ces milieux-là, nécessairement, ça a une influence sur la santé des individus. Par exemple, moi, j'avais toujours, c'était pas compliqué, j'avais toujours aussi des petits desserts. En gros, toute la gang des gâteaux vachons, hein, les petits Midwest, les demi-lunes, les croquettes. Les croquettes ont disparu, hein, soit dit en passant, ils n'en vendent plus. Très triste. Les petites rosettes, les roulés suisses, j'avais toujours des petits gâteaux en permanence. Mais encore une fois, on voit que c'est associé à éventuellement certains problèmes de santé. Même le tabac. Hein, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui fument. Vous êtes des mauvais individus. Je vous le dis parce que je fume également. Je me sens moins mal de vous le dire. Mais on apprend encore une fois ces choses-là. Pourquoi j'ai appris? Moi, quand j'étais jeune, tous les personnages un petit peu cool, un petit peu badass dans les films étaient tous des fumeurs. Les méchants fumaient. Lucky Luke fumait, mon Dieu. Mais sinon, quand même, on a vu Lucky Luke changer doucement. Hein? Au début, il fumait des cigarettes, il roulait des cigarettes. Après ça, il y avait un brindille d'air dans la bouche. Et maintenant, il n'y a plus rien dans la bouche du tout. Il fait juste siffler. Mais on voit quand même que l'idée de fumer vient, encore une fois, de notre milieu social. Alors, moi, c'était associé comme l'idée de coolness. J'étais quand même vraiment cool de fumer. Aujourd'hui, je tousse puis je vais sûrement perdre 15 ans d'espérance de vie. Merci, Lucky Luke. Mais, encore une fois, c'est un peu l'idée. Selon notre milieu social, on va intérioriser des manières particulières. Hein? Par exemple, ici, j'ai pris l'exemple des sports, le loisir, le voyage, l'alimentation également, même nos codes de conduite, une manière d'agir, notre niveau de langage. Hein? On va voir plus tard qu'il n'y en a pas un ou l'autre qui est meilleur que l'autre, mais il y a des types de langage qui sont plus socialement valorisés. Ce sont tous des éléments que l'on apprend selon notre milieu social. Et avec le temps, ça va finir par être des signes de distinction entre les différents groupes sociaux également. Si j'ai, voilà, l'habitus culturelle, c'est un peu ça, hein? Si on veut, la socialisation différenciée va faire en sorte que les individus vont intérioriser une manière particulière d'agir selon leur milieu social et on appelle ça un habitus culturel. Définition classique, un ensemble spécifique qui est plus ou moins valorisé, des manières d'être, de penser, d'agir, qui est intériorisé par un groupe en fonction de leur agent de socialisation. Hein? Par exemple, j'ai mis ici une manière de s'exprimer, les goûts alimentaires, les activités, par exemple, qu'on fait, notre type de consommation, les loisirs, notre style de vie, les carrières envisageables, les types de voyages. C'est tous des éléments, hein, si on veut, qu'on intériorise selon notre milieu social, qui va distinguer les groupes sociaux les uns des autres. Dans le fond, on a des groupes sociaux, si on veut, qui vont intérioriser une sous-culture particulière. Après ça, on va l'aborder dans les cours sur ce qu'on aime, la violence symbolique. On va voir que il y a des groupes sociaux qui finissent par faire passer leur manière d'agir, de penser, de ressentir comme étant plus légitime que celle des autres et que finalement, on va avoir une forme de hiérarchisation des différents habitus culturels. Sachez que quand même, il faut souligner qu'il n'y a pas une manière, par exemple, de s'exprimer qui est objectivement meilleure que les autres, mais les groupes, si on veut qu'ils appartiennent plus à, on va dire rapidement, mettons, aux groupes socialement plus valorisés ou de la haute société, si on veut, finissent par faire passer leur manière de parler comme étant meilleure, plus légitime que celle des autres. Donc, instaurer une forme de hiérarchie sociale entre les différents groupes sociaux. Vous pouvez vous demander, j'ai bientôt terminé, mais comment ça se tient tout ça? Hein? Comment est-ce que... Voyons, il me semble que tu dis, la culture, on l'intériorise, c'est correct, ça, mais il y a aussi le contrôle social. C'est-à-dire que quand on a bien intériorisé la société, hein, notre culture, on appelle ça les mécanismes de contrôle interne. C'est-à-dire qu'on a tellement bien intériorisé la société qu'on agit de manière conforme à peu près en permanence. Et quand on agit de manière non conforme, on est assez grand à quelque part ou assez bien socialisé, devrais-je dire, pour soi-même ressentir de la honte et de la culpabilité. Quand on sent honte ou coupable, on se fait quelque part honte à soi-même.
on sait qu'on a mal agi. Donc, c'est une forme de contrôle social, ce sentiment de honte et de culpabilité. Toutefois, des fois, la majorité du temps, ça fonctionne suffisamment, le contrôle social interne. Des fois, ce n'est pas suffisant pour conformer les individus à la norme. Eh bien, en ce moment, on a deux grands mécanismes, les mécanismes formels et informels. Formel, c'est quand c'est la loi, directement. Vous roulez à 175 km/h sur l'autoroute. Il y a une loi formelle, une norme formelle qui vous interdit de rouler à plus de 100 km/h. Eh bien, ici, vous allez avoir un individu, ici, qui va appliquer une loi formelle, donc qui va vous arrêter, tout simplement, et vous donner une sanction négative ici, qui est donc le fameux ticket. Donc, mécanisme social interne, je suis absolument bien socialisé, ou sinon, je me fais honte ou je me sens coupable. Ça veut dire que quand même, il y a une forme de contrôle social qui s'applique, mais qui est à l'intérieur de moi. Et sinon, c'est à l'extérieur de moi. J'ai donc des mécanismes formels, quand c'est la loi, un agent, disons, prévu par la loi qui va vous arrêter, ou encore une fois, un gardien de prison, un mécanisme formel, un professeur également, mécanisme formel. Dans l'informel, c'est davantage dans l'interaction entre les individus. Je ne peux pas, par exemple, vous donner de ticket parce que vous m'avez dépassé dans la file d'attente. Par contre, j'ai tout un arsenal qui m'est accessible. Le soupir, la moquerie, le sarcasme sont tous des moyens, si on veut, par lesquels les individus communiquent le fait que vous n'êtes pas conforme. Vous avez tous vécu la situation, vous êtes dans le cinéma, il y a du monde qui parle pendant le film. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Arrêtez de parler. Mécanisme de contrôle social informel. Vous voyez un peu l'idée. Et s'il y avait des lois qui interdiraient ça, mécanisme formel, il y aurait un policier qui viendrait vous arrêter. Vous avez sûrement tous vécu ça dans la situation de la COVID. Les policiers peuvent maintenant vous arrêter si, par exemple, vous ne portez pas de masque en entrant, par exemple, dans un commerce. Mécanisme formel. Mécanisme informel. Vous ne mettez pas votre masque, vous allez chez IGA, tout le monde vous dévisage et vous sentez qu'il parle dans votre dos. Mécanisme de contrôle social informel. Ils ne peuvent pas vous donner de ticket, mais quand même, relaie l'idée que vous n'agissez pas de manière conforme. Et c'est de cette manière-là que ça tient. J'ai une culture qui est celle d'un groupe intériorisé par les individus. Après, tu te dis, je pourrais faire ce que je veux. Pas vraiment, parce que si on dévie, il y a toujours les individus autour qui vont nous ramener à la norme. Qui est très, très fort, par exemple, chez les plus jeunes, par exemple, quand un garçon ne se comporte pas en garçon, mais il se fait donner des insultes par son entourage, puis il comprend très bien que je ne devrais peut-être pas pleurer finalement parce que sinon je vais le considérer comme étant moins masculin, par exemple. Donc, vous avez tous vécu un peu des situations où avoir observé des situations où vous dites, je peux faire ce que je veux, mais finalement, on finit pas mal souvent par se conformer à la norme. Donc, c'est un peu les deux grands mécanismes de contrôle social, interne, quand c'est moi-même, ou sinon externe, ils peuvent être soit formels, un agent prévu par la loi, ou informel, en gros, l'entourage, les gens qui nous entourent, qui vont, par des soupirs, des moqueries, des sarcasmes, vous dire, peut-être que je n'agis pas de manière conforme. Ou, ça peut être aussi positif, ils vont vous encourager, hey, merci, bravo, t'agis bien, puis tout ça, va donc renforcer ici ton comportement. Excusez-moi, j'ai failli encore passer proche de mourir. Donc, on a donc le fameux contrôle social. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça dans un cours d'éducation spécialisée? Mais c'est un peu l'idée que la manière par laquelle on va être éduqué selon notre position sociale, où êtes-vous? Quel est les revenus de vos parents quand vous étiez nés? Quel est, mettons, leur niveau de littératie, de culture, de diplôme et tout ça? Mais ça va avoir beaucoup d'influence sur votre trajectoire possible, votre trajectoire sociale. Par exemple, la famille va léguer aux enfants une position sociale de départ, une famille de naissance, donc, vont donner, par exemple, un milieu qui va être plus ou moins économiquement favorisé, plus ou moins culturellement valorisé, et également un univers social, si on veut, qui est, encore une fois, plus ou moins socialement valorisé. Va également naître dans un certain quartier qui peut être associé à des facteurs de risque également. Donc, en général, des conditions concrètes d'existence. Mais on voit que ça a une influence. Ce n'est pas juste une fruit du hasard. On sait que statistiquement, le milieu social de naissance a une influence sur l'éducation des individus, éventuellement son futur emploi, le type de partenaire de vie qu'il va avoir. On a des individus qui viennent
On est en couple avec du monde qui sont à peu près de notre niveau social également, même sur notre santé en général et sur l'espérance de vie, nos conditions de vie, notre type de logement, hein, qui peut être associé également à certains problèmes de santé à cet égard, la consommation, l'alimentation, etc. Donc, c'est vraiment l'idée. Notre milieu social de naissance a énormément d'influence sur notre trajectoire sociale qui est possible. Hein. Dans le fond, ça nous met soit des avantages ou tout simplement ici des désavantages dans la belle course qui est celle de la vie. Je faisais pas un exercice en classe qu'on ne fera pas là parce que ça va être un petit peu étonnant. Je mettais tout le monde sur la même ligne. Hein. Tout le monde sur la même ligne de départ. Et ceux qui, par exemple, je disais, qui est né dans une famille monoparentale? Pourquoi? Bien, parce qu'on sait que si vous êtes né dans une famille monoparentale, c'est simplement l'idée que vous avez moins de revenus disponibles. Hein? Ce n'est pas une question de... C'est objectivement, vous avez moins de revenus disponibles. Donc, ces gens-là devaient reculer d'un pas. Qui, par exemple, est issu de minorités ethnoculturelles. Ah oui, moi, je suis arabe, je subis un peu de discrimination, je dois reculer d'un pas. Puis là, tu voyais un petit peu que finalement, hein, on peut en parler plus tard, sur la ligne de départ, il me restait essentiellement des individus. Puis je disais aussi, si c'est un homme ou une femme, si tu es une femme, tu dois reculer d'un pas aussi parce que tu vas souvent subir la discrimination, du sexisme, des choses comme ça. Donc, il me restait juste sur la ligne de départ des hommes blancs venant de milieux socio-économiquement favorisés avec des milieux culturels valorisés également. Et c'est un peu la critique que l'on fait à la méritocratie. Est-ce que tout le monde part de la même ligne de départ? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Donc, le milieu social de naissance et également le milieu qu'on va côtoyer au cours de notre existence a énormément d'influence sur nos conditions de vie, également, par exemple, même sur notre santé et nos espérances de vie. Ah, j'ai juste quatre petits dessins encore à vous montrer. Eh bien, par exemple, on voit ici les différents déterminants de la santé. Hein? On a le contexte social, économique et culturel, en fond, est-ce qu'il y a une société de guerre ou des choses comme ça, hein, plusieurs éléments. Mais si vous regardez ici, hein, l'âge, le sexe, l'hérédité, on n'a pas vraiment beaucoup d'influence là-dessus. Par contre, le comportement et les habitudes de vie, est-ce qu'on valorise le sport? Est-ce qu'on valorise l'activité physique au sens large? Est-ce qu'on favorise un milieu, si on veut, qui a une alimentation qui est saine? Est-ce que, un ensemble d'habitudes de vie, hein? Est-ce que c'est valorisé ou non? Oh, ça ne vient pas nécessairement de nous. C'est des déterminants qui sont essentiellement sociaux. Tout comme notre milieu familial, encore une fois, qu'on n'a pas choisi notre milieu de naissance. Le milieu scolaire, on sait que les écoles, la qualité, si on veut, de l'enseignement va dépendre du quartier dans lequel on est né également. Même chose pour l'alimentation. Le logement, j'imagine que certains d'entre vous ont déjà eu des logements qui étaient plus ou moins moyens. Hein. J'avais déjà un appartement qui était situé sur le bord de la 40 avec des toilettes, pas d'aération, donc avec des moisissures, problèmes de santé, respiratoire et tout ça. Également, pour le bruit, ça vous expose si on veut, à l'anxiété également, hein, d'en être confronté toujours au stress environnemental, ça pose un problème pour ces individus-là. Également, si vous avez, excusez-moi, un milieu socio-économiquement plus difficile, plus de chances hein, d'avoir des parents un peu plus anxieux, un peu plus stressés, de pouvoir joindre les deux bouts à la fin du mois. Donc, voyez-vous, un peu le milieu social dans lequel on vit a énormément d'influence sur la santé des enfants. Ce n'est pas de la faute des parents, c'est un milieu qui est social, en fond. C'est un problème d'inégalité sociale et non pas un problème individuel. Donc, déterminants sociaux. Je ne partage plus l'écran, désolé. Abordons, hein, juste en rafale, quand même ici rapidement, sur l'espérance de vie. Hein. On sait que, par exemple, dans les quartiers ici situés davantage à l'est de la ville versus des quartiers davantage situé à l'ouest de la ville, j'ai à peu près un 5 ans d'espérance de vie en moyenne. Mais par contre, si je suis de métro Berry-UQAM au métro Mont-Royal, j'ai environ 10 ans d'espérance de vie de différence entre les deux quartiers. Hein, donc, énormément d'influence sur l'espérance de vie. Même chose également avec la propension à aller aux études collégiales et universitaires. Comme vous voyez sur le graphique, plus vous appartenez aux groupes qui sont socialement, économiquement plus valorisés, plus on pourrait dire en bleu collégial, en jaune universitaire, on peut dire que à peu près la majorité de leurs enfants vont tous faire des études supérieures, ce qui n'est absolument pas le cas pour ceux ici issus de milieux moins favorisés. Est-ce que ces individus-là sont moins intelligents que ceux en haut?
Absolument pas. Ils sont dans un milieu social qui, d'une part, valorise peut-être moins l'éducation, mais surtout un milieu dans lequel on a beaucoup plus de freins à l'éducation. Par exemple, comme je vous disais plus tôt, pour moi, mes parents valorisaient essentiellement l'idée, fais un secondaire 5, on va être absolument content. C'est drôle, à ce moment-là, par exemple, de nos espoirs par rapport à nos emplois. Mais, moi, mettons, mon père était facteur, ma mère était infirmière. Donc, moi, je deviens prof d'université. Moi, j'ai réussi ma vie, donc c'est quand même good, beau travail. Mais, par exemple, mon beau-frère est médecin. Mais si mon médecin, toute sa famille est médecin, étonnamment, il est aussi médecin. C'est un petit peu un drôle de hasard. Mais si lui avait été prof de cégep, ses parents auraient considéré qu'il n'a pas réussi sa vie. C'est-à-dire que nos attentes sociales viennent également des milieux sociaux dans lesquels on est né. Moi, en gros, quand je vous disais, secondaire 5, mes parents étaient comme, let's go, on a fait notre job, fais-toi un bon DEP, puis comme disait Yvon Deschamps, hein, une job steady, puis un bon boss, c'est pas mal tout ce qu'on pourrait avoir de besoin. Un milieu social qui poussait un peu moins aux études en général. Donc, on a vu un peu par rapport à l'éducation. Oui, ça, je pense qu'on va pour l'éducation, mais également le genre, je pense que je peux arrêter. Hein? Je vous ai peut-être un peu parlé beaucoup. Là. Vous êtes peut-être un petit peu tanné. Là. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si je continue ou pas. Hein? Ça dépend vraiment pour vous. J'avais peut-être des petites choses à dire sur le genre, mais je pense qu'on a un peu quand même abordé le truc. Parfois, je ne sais pas comment faire une consultation qui aurait du sens. OK, je sais ce qu'on va faire. On va arrêter.